Bonjour à vous tous qui vous êtes inscrits sur ce webinaire intitulé Les Consommateurs Project, organisé par le Printemps des études. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens rapidement à vous présenter l'activité d'Avenir Focus pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, et ça permettra aussi de faire le lien avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais me présenter. Je suis Lambert Vincent, dirigeant fondateur de la société Avenir Focus depuis 2007. Notre spécialité, donc, c'est l'organisation de terrains d'études en France, mais aussi à l'étranger depuis quelques temps. Nos clients sont des instituts d'études avant tout, puis aussi des annonceurs, des agences de communication. En 2019, nous avons réalisé plus de 1000 missions. Pour 90% des missions que nous ont confiées nos clients, il s'agissait d'études qualitatives, donc en majorité des cas des tables rondes, des focus group, et puis aussi des web focus, particulièrement dernièrement compte tenu des événements, mais aussi des études en ligne sur notre plateforme dédiée qui s'appelle Studio Online, avec laquelle nous pouvons réaliser des études sous forme de blog, de chat, de drag and drop, moodboard. Donc ça permet on a tout un panel de possibilités pour interroger les gens à distance et de chez eux, bien souvent, sur cette plateforme qui est parfaitement responsive et sécurisée. Alors, notre métier consiste principalement à trouver les bons participants pour la bonne étude, en partant du principe que voilà, même si on a un très bon animateur, une très bonne méthodologie, sans le bon consommateur, sans le bon participant, on ne ressort pas une bonne étude. Donc les clients comptent sur nous pour avoir le bon panel pour la bonne étude. Ensuite, on s'occupe plus largement de la logistique, donc le dédommagement des participants, la réservation des salles, le dépôt des produits, la récupération des produits aussi, la retranscription à la fin de l'étude, et parfois aussi la traduction de documents ou de guides d'animation. Donc vraiment le terrain des études au sens large, c'est ce que nos clients souhaitent, c'est qu'on puisse vraiment prendre toute cette partie terrain, donc en France et à l'étranger grâce à nos partenaires. Alors notre panel, c'est vraiment l'essence même, bien sûr, de notre activité. Dans notre panel, nous avons un peu plus de 100 000 panélistes, consommateurs inscrits, qui ont renseigné une centaine de champs, qui ont vraiment expliqué qui ils étaient, en donnant beaucoup de détails. Et on leur demande une fois par an de mettre à jour leurs données, et puis ensuite de nous oublier, et à nous d'aller les chercher quand on a une étude qui a l'air de correspondre à ce qu'ils nous demandent, maximum 2 fois, 3 fois par an. Ce panel est mis à jour très régulièrement, c'est ce qui fait notre force. On prend un peu plus de 500 inscriptions par mois depuis maintenant quelques années. Et bien sûr, on l'enrichit et on le met à jour régulièrement dès qu'il y a des changements de coordonnées et de choses comme ça. Voilà. Alors maintenant, ce qui nous réunit aujourd'hui, donc les Consommateurs Project, en fin de confinement, nous nous sommes posé la question de savoir, en sortie de crise, comment allaient réagir les consommateurs et voilà, savoir s'ils étaient déjà disposés à participer à de nouvelles études en face à face, à des réunions ou à des interviews physiques. Donc c'est vrai que nous nous sommes posé la question puisque forcément nous aussi on avait une faible activité et puis nos clients nous sollicitaient beaucoup en nous demandant à quel moment on pourrait reprendre. Donc ce qu'on a fait sur la base du volontariat, c'est que nos collaborateurs ont appelé entre 1 et 2 panélistes de notre panel. Donc voilà, on a réalisé une vingtaine d'entretiens au total, et en essayant de bien sûr diversifier un maximum les répondants en termes de CSP, d'âge, de sexe et de profession. Voilà, on a essayé de diversifier, même si ça reste une étude qualitative, c'était bien sûr l'objectif d'interroger des gens très éclectiques. Alors on leur a posé, finalement il y avait 4 thèmes sur lesquels vraiment on a travaillé avec eux. C'était en premier, comment avez-vous vécu le confinement? En deuxième, c'était comment avez-vous vécu le déconfinement? Et puis en troisième, ça va vous intéresser, c'était quel consommateur post-confinement êtes-vous devenu ou pensez-vous devenir? Nous, c'était quel consommateur, donc quel panéliste post-confinement êtes-vous aujourd'hui et pensez-vous être plus tard? Alors ce qu'on a pu remarquer, pour commencer, c'est que nos interlocuteurs ont été surpris par la soudaineté du confinement. Ils étaient non préparés, on s'en doute, et donc plus dans la réaction que dans l'action. Alors ce que je vous propose, c'est de partager avec vous quelques moments de vidéo pour illustrer mes propos. Non, non, alors vraiment, je m'y attendais pas du tout. Il y avait quelques bruits qui couraient, etc. Mais j'avoue que personnellement, non, j'ai pas du tout imaginé qu'on puisse nous demander de rester chez nous, fermer les écoles, etc. À ma grande surprise, parce que vraiment, je m'y attendais pas du tout.
Et du coup, il s'est passé que on a dû tous prendre les matériels informatiques, les ordinateurs pour travailler en télétravail de chez nous directement. Ça m'a pris de court, on va dire. Non, j'étais pas préparée du tout. Justement, c'était un peu la panique parce que je me voyais pas forcément rester dans un appartement pendant 2 mois ou 1 mois et demi en tout cas sur Paris. Je sentais que des choses allaient changer, mais je m'attendais pas à ce qu'on soit confiné à ce point-là. Je l'avais pas vraiment vu venir, non. J'avais vu ce qui se passait un peu en Chine, mais à un moment, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, ça va aussi nous arriver. Et les gens me disaient, mais non, t'inquiète pas, ça n'arrivera jamais en France. Mais malheureusement, ça arrivait. Je ne prenais pas tellement les choses au sérieux avant le confinement. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont eu besoin d'un temps pour prendre en compte la situation et puis pour l'accepter et s'adapter, revoir l'organisation, bien sûr, de leur quotidien, personnellement, professionnellement. Alors, nos panélistes semblent plus raisonnables que la moyenne. Pas de surstockage, ni véritable crainte de pénurie alimentaire, étonnamment. Alors, on s'est posé la question, est-ce leur sens civique qui les a conduits à une forme de solidarité? Je vous laisse découvrir. Acheté, on va dire, un tout petit peu plus de savon liquide pour se laver les mains, mais c'est tout. Pour le reste, j'ai fait comme d'habitude. On n'a pas vraiment surstocké. On a forcément acheté plus de nourriture que d'habitude, vu qu'on ne pouvait pas manger dans les restaurants ou ce genre de choses. Donc, on a fait plus de courses, mais on n'a pas vraiment surstocké. J'ai acheté au fur et à mesure. Je ne me suis pas affolée et je n'ai pas fait des réserves de pâtes ou de papier WC ou autre en ayant peur d'un confinement qui allait durer des mois. Un sachet de riz, je vais prendre 2. On est plutôt du genre à avoir quand même un certain stock à la maison. Donc en fait, en général, en fonction des promos, bien sûr, sauf mis à part les trucs frais qu'on peut pas forcément, enfin qui a pas une longue conservation. En général, on a relativement du stock à la maison, donc à ce niveau-là, ça allait. Alors, vous l'imaginez, il s'agit évidemment de déclaratif. Il serait intéressant de voir si les personnes n'ont pas changé de format pour, par exemple, passer sur du format familial ou des préférences pour les lots, par exemple. Maintenant, à la question, ont-ils vraiment modifié leur mode ou leur circuit de consommation? Nous obtenons une même tendance, pas autant qu'on aurait pu l'imaginer, justement. Alors, avec malgré tout la découverte de petits producteurs locaux, vraiment cette envie de faire travailler aussi des gens qui sont à proximité. En images. On fait les courses comme d'habitude, on fait notre petit plein comme d'habitude. Plus de changements. En termes de consommation, je ne me suis pas posé de questions. Qu'est-ce que je vais arrêter? Qu'est-ce que je vais continuer? C'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude, nous, de cuisiner à la maison, d'acheter en circuit court. On a la chance d'avoir des fermes autour de nous, donc on va chercher les produits directement. Je pense que j'ai beaucoup plus acheté sur Internet. Je cuisine déjà beaucoup, donc je me suis perfectionné en cuisine et puis j'ai fait beaucoup de bricolage. Après, en termes de bio, oui, mais bon, déjà à Paris, j'achète aussi bio, donc c'est pas. Je fais partie d'une AMAP. Alors là aussi, j'ai continué donc à commander mes fruits et légumes chez eux. Ce sont des cultivateurs de l'Essonne qui vendent leurs produits qui sont excellents. J'ai fait des petits magasins de proximité également qui vendent l'alimentaire, l'épicerie et autres. Ce qu'on peut imaginer, c'est que les canaux type GMS sont restés leaders. Les consommateurs, à ce moment-là, explorent de nouvelles alternatives, géographiquement proches, principalement dans un souci de soutien aux acteurs locaux, mais ils n'auront jamais été aussi attentifs à la provenance de leurs produits et à la bonne santé du tissu économique local. Tous nous disent qu'ils ont bien vécu leur confinement en redécouvrant quelques bonheurs ou plaisirs simples. Comme par exemple, plusieurs fois on nous dit « j'ai apprécié passer un temps privilégié avec les enfants », ce qui n'était pas autant possible auparavant, mis à part pendant les périodes scolaires, particulièrement la période estivale. Plus de temps aussi consacré au sport, à la lecture, à la méditation et à une meilleure hygiène alimentaire. Une vraie redécouverte aussi de ces congénères à proximité, donc ses voisins et les personnes géographiquement proches. On pense au rendez-vous sur les balcons à 20h pour applaudir le personnel et donc les discussions qui se poursuivent
la liste de courses qu'on fait pour son voisin ou encore l'impression des autorisations de sortie. En images. On fait une pause dans l'activité. Moi, j'ai été ravie de ce confinement. Moi, je déteste faire la cuisine. Enfin, j'ai pas l'habitude de… et du coup, cette période de confinement, je me suis dit, c'est l'occasion pour y passer du temps. On allait marcher 1 heure à côté de la maison et tout, ensemble, marcher, courir, on alternait un petit peu, voilà. Donc et je mangeais plus sainement. J'étais avec mon mari confiné à la maison. On a fait ensemble du sport 3 fois par semaine par un système de vidéos sur Internet. Alors que d'habitude, je vais plutôt 2 fois par semaine au sport. Là, du coup, on a été très réguliers. Au niveau de l'alimentation, ça c'est clair que moi, je consommais beaucoup des plats emportés et beaucoup de restaurants, etc. Et pour le coup, voilà, j'ai fait énormément la cuisine. Là, ça a changé radicalement. Oui. J'ai beaucoup plus lu également. Donc, j'avais acheté des livres avant pour justement pouvoir m'occuper. Pour moi, ça a été difficile aussi au niveau des liens sociaux. J'ai remplacé le fitness que je n'avais plus en salle par des séances de gym maison qui sont très très bien faites. Je fais beaucoup plus attention, sachant qu'avant le confinement, je mangeais plus des féculents, etc. à chaque repas, alors que maintenant, c'est plus des légumes, des fruits. Enfin, voilà, je fais beaucoup plus attention à ce que je mange et c'est beaucoup plus sain et équilibré. Je me suis également mise un petit peu à la méditation avec une application sur mon téléphone. Et donc, c'est une habitude que je trouve assez sympa et que je vais essayer de garder en dehors du confinement. Parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas et donc j'ai pris le temps de découvrir. Et donc, ça, c'est plutôt positif. Et passer plus de temps avec mon fils, c'est sûr que c'était quand même… là, ça me permet de le voir grandir, tout ça. Le temps qu'on a passé avec nos enfants alors qu'avant, on ne le faisait pas. On avait du temps avec nos enfants, certes, mais le quotidien fait qu'en fait, on était toujours très stressés, on avait toujours un calcul de temps, toujours tout le temps, en action. Que là, on a vraiment, on a pris le temps au temps. Alors, pour résumer, passé l'état de sidération des premiers instants, bien sûr, beaucoup ont pris le parti de mettre à profit ce temps calme. Alors, en renouant des liens, en créant des souvenirs aussi, et puis en s'alimentant aussi bien en mangeant bien que intellectuellement. La volonté d'un maillage social et solidaire renforcé, c'est ce qui ressort de ces entretiens clairement. S'il y avait un mot d'ordre, ça serait le bien vivre avec soi-même, mais aussi bien vivre avec les autres. À la question « Quelle est la première chose que vous avez faite lorsque le déconfinement vous a autorisé à une plus grande liberté ?» Ils nous ont répondu en grande globalité « Retrouver les membres de ma famille » en 1, en 2, prendre un verre en terrasse, en 3, se rendre au restaurant, et en 4, faire tout simplement une longue balade sans autorisation. Non, le jour du déconfinement, il y avait mes copines ici, chez moi. Une grande balade avec ma compagne et mon fils. Donc déjà, la première chose, ça a été l'envie de voir sa famille et de retrouver ses proches. Voir mes amis. Une bière en terrasse dès que ça aura réouvert, parce que ça, c'est la chose qui me manque le plus. On allait en fait plutôt au niveau des magasins et puis on a pu retrouver nos enfants. Je suis allé faire une balade en moto. Ouais. Le premier jour de déconfinement, juste marcher dans la rue, avoir sentir du vent ça fait du bien. C'est un peu philosophique, mais ça changerait vraiment quelque chose. Je sais pas, entre potes, on se manquait beaucoup, donc on n'a pas perdu de temps pour se revoir. Ce qui serait valable pour tout le monde, c'est, je pense, la balade, mais loin. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu l'art de vivre à la française. Donc ça manquait à beaucoup de ces personnes qui, en sortie de confinement, ont renoué avec des habitudes aimées, finalement ancrées, et dont la privation avait créé beaucoup de frustration. Si bien qu'on a tous assisté à des Zooms apéros qui avaient pris le relais pendant cette période. Ce qu'on a constaté aussi, c'est une certaine prise de conscience, un consommateur peut-être plus raisonnable, plus réfléchi, plus enclin au local, au Made in France et au bio plus généralement. Alors pour deux choses, à la fois pour soutenir l'économie, mais aussi pour favoriser les gestes écologiques. Il y aura un avant et après cette période. C'était une étude pour un nouveau concurrent qui voulait venir sur le marché. Et honnêtement, peut-être que je me rappelle à cette étude, je disais tout le temps
je disais tout le temps que manger sain, ça m'intéressait pas beaucoup. Et en fait, quand là, je me mets à la cuisine, période de confinement, je me dis, ah, en fait, ça me plaît vraiment. Je me sens beaucoup mieux après avoir mangé 5, après avoir mangé une pizza. Donc, par exemple, j'aimerais, si je pouvais, par exemple, si j'avais encore l'opportunité de faire une étude sur une plateforme de livraison de nourriture saine, bah, je dirais pas les mêmes propos. La provenance, d'où venaient les produits, la qualité des produits. Ouais, local. C'est vrai que pour les fruits et légumes, si demain, admettons, j'ai les moyens de réellement manger uniquement du local, c'est quelque chose sur lequel je me tournerai direct. Confiant, local et raisonné. J'essaye de consommer plutôt responsable, équitable, etc. Donc, on va dire responsable, je pense. J'essaye en tout cas. Mais toujours faire attention à ce côté made in France sur le côté alimentaire. Plus raisonné, plus utile et recentré. Enfin, vraiment cette notion d'utile, de recentré et de raisonner. Ouais. Ce qu'on peut constater, c'est que les personnes interrogées se catégorisent comme consommateurs plus raisonnables et n'agissent pas forcément tels qu'ils se décrivent. Alors forcément, si on leur reposait la question en fonction de secteur, je pense par exemple au digital, à l'alimentaire ou au transport, peut-être qu'ils ne nous répondraient pas la même chose. Donc chaque secteur est bien sûr complètement différent et a été pénalisé ou au contraire avantagé pendant cette crise de manière différente. C'est tout l'intérêt des études de marché et de pouvoir décrypter secteur par secteur ces comportements. Ce qui est sûr, ça c'est certain, c'est que les personnes que nous avons interrogées ont cette envie d'être plus raisonnables, d'être plus réfléchis sur ce qu'ils achètent. Pendant le confinement, nous avons poursuivi donc, nos activités de recrutement et de mise en place d'études en mettant à disposition donc, de notre clientèle des solutions techniques adaptées pour la réalisation d'études de marché à distance, des études qualitatives plus spécifiquement. Donc je pense à Zoom, qui était très largement utilisé par déjà nos panélistes et consommateurs, donc assez simple à mettre en place. Donc des visio-entretiens, des plateformes online, ça c'est quelque chose qu'on maîtrise maintenant parfaitement depuis quelques années. Ce qu'on a relevé, c'est étonnamment, nos panélistes étaient vraiment tout à fait partants pour participer à ce type d'études à distance. Et finalement, ils arrivaient à faire une parenthèse dans cette période de vie qui était un petit peu extraordinaire et à se concentrer sur ce qu'on leur demandait. Donc voilà, avec nos clients, on a poursuivi ces études à distance qui sont bien déroulées. Bien sûr, ce n'était pas possible dans tous les secteurs, particulièrement quand il y avait des produits à prendre en main. Mais pour le reste, on a réussi à avoir des études, à mettre en place des études extrêmement intéressantes. On leur a ensuite posé la question de s'ils redoutaient se confronter physiquement à d'autres participants lorsque les salles seraient réouvertes. Et la réponse a été claire, aucun problème. Et ça s'est prouvé d'ailleurs depuis. Ils faisaient confiance déjà aux salles pour organiser les réunions dans de saines conditions. Ils nous faisaient aussi confiance pour vérifier que les salles faisaient ce qu'ils faisaient. Et puis, ils se faisaient confiance aussi, et surtout à eux-mêmes, pour évaluer les risques. Et donc, compte tenu des éléments qu'on leur indiquait, ça n'a pas posé de difficulté. Puis le 11 mai, maintenant, on a mis plusieurs dizaines de groupes en place dans toute la France, Paris, Lyon et aussi dans d'autres petites villes, en images. Un certain nombre de précautions, mais oui, quoi, je suis prêt à retourner dans les bars, aller dans des salles, à faire des enquêtes avec vous, il n'y a pas de souci. Franchement, non. Pas de problème. Oui, avec un masque, etc., aucun problème, oui. Pas un problème, on peut garder nos distances, on se lave les mains, gel hydroalcoolique, masque, etc. Moi, c'est le seul problème, enfin le seul truc que j'aimerais respecter et que j'aimerais qu'on respecte, c'est les gestes barrières. Et là, je vois aucun truc qui peut venir à l'encontre de ça. Donc. Je suis tout à fait prête à en refaire. Je ne suis pas du tout stressée ou j'ai pas du tout peur. Donc non, pas de souci. Je suis totalement prête à en refaire. Ah oui, avec les gestes barrières, il n'y aurait aucun problème. Avec grand plaisir. Je vous disais, ça nous a aussi été confirmé au quotidien par l'engouement des panélistes à vouloir participer à des focus group ou des entretiens physiques. Le taux de désistement qui tourne aux environs de 6% sur les milliers de terrains d'études que nous organisons a été réduit de moitié depuis le 11 mai. Donc des gens qui paraissent plus reposés, plus fiables finalement,
à voir comment ça évoluera dans le temps. En tout cas, c'est une chose qu'on a remarqué, c'est des gens qui sont attentifs et qui ont vraiment envie de repartager du lien et de repartager des moments, de rencontrer d'autres personnes et de sortir de chez eux. Concernant le changement d'attitude en matière d'actes de consommation, si cette parenthèse de vie pourrait influencer bien sûr les marques sur leur politique marketing de demain, ils sont assez unanimes. Pas de révolution, mais une aspiration à une réelle évolution. Voilà, donc pas de révolution, mais une évolution souhaitée dans les semaines et années à venir. Ils considèrent que l'expérience du confinement, qui était une expérience inédite dans leur vie, tout à chacun leur a apporté un certain recul par rapport à leur mode de consommation et ils espèrent garder cela le plus longtemps possible et même le développer. Alors même s'ils ne l'ont pas exprimé toujours de manière nette au cours des entretiens qu'on a pu réaliser, ils semblent toutefois ressentir ce changement réellement en profondeur. Alors, si nous devions faire une conclusion, ce qu'on retiendrait de cette parenthèse de confinement, c'est cette forme de dualité dans leur choix de consommation qui s'est révélée d'une part avec une consommation donc plus raisonnée, peut-être plus rationnelle, et puis une plus grande attention, on le disait tout à l'heure, donnée à la provenance, à la qualité du produit, au label bio Made in France. Et en même temps, une forme de consommation de plaisir plus instinctive est apparue. On pense aux plats conviviaux, cuisinés, aux apéros Zoom, aux abonnements Netflix qui ont fait un bond énorme. Donc les consommateurs ont évolué, bien sûr, pendant cette période inédite, semblent avoir acquis une certaine maturité et pris une certaine hauteur de vue. Alors pour combien de temps, ça je ne peux pas vous le dire, mais par rapport à leur acte habituel de consommation, réellement il y a une hauteur de vue et un recul qui s'est fait. Ils semblent plus enclins généralement qu'ils ne l'étaient à devenir de véritables consommateurs, c'est-à-dire à mieux diriger et décider leur choix de consommation. Donc comme s'ils étaient plus impliqués finalement. Nos panélistes sont quant à eux très volontaires, autant que, sinon plus que dans le passé, pour nous livrer leur point de vue, leur avis et leur ressenti pour participer à ce que sera aussi l'offre de consommation de demain. Donc c'était déjà le cas auparavant, on a la sensation, comme je vous le disais, que c'est encore plus vrai aujourd'hui, avec un taux de désistement plus faible et des gens qui répondent volontiers au téléphone et qui acceptent nos propositions d'études depuis quelques semaines maintenant. Nous continuons d'ailleurs à assister depuis mi-mai à peu près à un mouvement continu et régulier de nouvelles inscriptions. On n'avait pas eu ça depuis plusieurs années maintenant. Vraiment un nombre d'inscriptions qui est en nette augmentation sur notre site avenirfocus.com. Donc c'est du bouche à oreille, plus spécifiquement, et puis voilà, des panélistes qui parlent de nous et aussi des publications qu'on essaye de mettre en place régulièrement pour attirer de nouvelles personnes et particulièrement des gens qui n'ont jamais réalisé d'études, en tout cas des études qualitatives. Voilà, bah écoutez, nous, de notre côté, on a obtenu quelques réponses aux questions qu'on se posait initialement avant de mener ces interviews. J'espère que ça vous apporte aussi quelques éléments. Merci pour votre attention. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir le chat et si vous avez des questions, n'hésitez pas ou sinon à nous joindre directement. On est très joignable pour échanger sur ces sujets-là et voir quelle méthodologie on peut mettre en place pour vos projets. Je vous écoute, mais merci à vous.